ce quotidien de l'humanité. Alors, pour évoquer cet anniversaire extraordinaire, 120 ans, nous recevons deux invités de marque et c'est à travers un regard croisé qu'ils vont revenir sur cet événement journalistique. Donc, nous recevons Cathy Dos Santos, qui est rédactrice en chef et éditorialiste à l'Humanité, et Nicolas Champ, qui est chercheur en histoire contemporaine au sein de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, on va commencer par un petit échange avec nos invités et bien sûr, il y aura un temps d'échange avec vous si vous avez, j'imagine que vous avez aussi des questions à poser à nos invités. Merci Marie-Christine. Donc, c'est vrai qu'on est ravis de vous accueillir dans ces moments tellement importants d'anniversaire. 50 ans, c'est quand même une date importante. Et je voulais la première question, évidemment, quel est l'héritage aujourd'hui et des Jean Jaurès, une figure vraiment d'un journalisme engagé, et quel est l'ADN du journal, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet héritage tellement important dans l'histoire de votre journal, Cathy? J'y vais. Si je suis Oui. trop longue, vous me coupez, hein, parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions et normalement, je ne réponds pas, bien évidemment. Je voudrais tout d'abord remercier Lisba pour son invitation, nos deux modératrices, Maria Santos Sainz et Marie-Christine Lipani. Arnaud Schwartz, je crois, est à une autre conférence. Je voudrais également remercier vous, journalistes en devenir. Vous souhaitez beaucoup de courage, vous dire que vous avez raison, que c'est une profession absolument magnifique, mais aussi très exigeante, et que j'espère que nous aurons l'occasion de nous recroiser. Remercier l'ensemble du public qui est ici présent. Ce ne sont pas, on va dire, que des formules de politesse. Les remerciements, ils sont essentiels. Parce que l'humanité, c'est 120 ans. Euh, 120 ans au regard de l'histoire, ce n'est rien. 120 ans pour un journal, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il s'en crée autant qu'il en disparaît. Et s'inscrire dans la durée, ce n'est possible que parce qu'il y a aussi un public, que parce qu'il y a des lecteurs. 120 ans d'une histoire très grande, chargée d'énormes combats, de combats caisse de résonance, de combats sociaux, de combats politiques, de combats internationaux, chargés de combats pacifistes, chargés de lutte d'émancipation humaine dont l'humanité s'est fait le relais dans ces colonnes, chargés d'enthousiasme, d'espoir, mais aussi de grandes déceptions. 120 ans aussi marqués parfois par des erreurs, et ça arrive dans un journal parce que c'est aussi une aventure collective humaine, marquée aussi par des dogmes qui parfois nous ont pris, nous ont fait prendre du retard sur un certain nombre de questions ou ont été source d'aveuglement. Et c'est bien de le dire et ce n'est pas grave de le dire. La critique et l'autocritique, là je m'adresse plus aux étudiants en journalisme, c'est essentiel dans ce métier. Tous les jours, c'est ce que nous faisons à l'Humanité, à 14h30. Nous prenons le journal que nous avons produit le matin et nous le passons en revue. Nous ne regardons pas simplement les coquilles qui s'y glissent, malheureusement, même si nous essayons d'avoir un regard attentif le soir au marbre, lorsque nous regardons les morasses. Mais cette critique-là, elle nous permet aussi d'avancer sur le fond, de peaufiner, de rectifier lorsqu'il faut rectifier, de nous tromper, parce que nous nous trompons tous. Nous sommes sur de la matière vivante. Parfois, nous n'avons pas assez vérifié une information. Parfois, il convient de rectifier le tir. Parfois, cette information, elle évolue, elle change au gré tout simplement des rapports de force et des interventions. Et cette autocritique-là, bien sûr, elle est mille fois nécessaire. Donc 120 ans d'histoire, euh, 120 ans qui ont marqué l'histoire, la grande histoire en France. Je ne veux pas revenir dans le champ de Nicolas, chacun dans le nôtre, qui ont marqué donc mille et un combats. Et dans le un combat, j'en citerai un, c'est celui de la survie de l'humanité. Euh, Lorsque Jean Jaurès fonde le journal en 1904, dès 1905, alors oui, le premier numéro va être un succès dingue. Et il rencontre un écho parce qu'il y a besoin de ce journal-là. Et puis très vite, il va être confronté à des difficultés financières. Dès 1905, je crois, attention, hein, j'ai un vrai problème avec les dates, mais je compte sur l'historien qui est à côté de moi pour rectifier. Jules Renard, l'écrivain Jules Renard, qui collabore comme d'autres écrivains au journal, dit: nous n'avons plus de chandelle pour écrire.
Jusqu'au bout, les collaborateurs réservent les bougies parce qu'ils n'ont plus les moyens. Dès 1906, la banque Rothschild lorgne sur l'humanité. Pourquoi? Parce que déjà à l'époque, alors vous vous rendez compte aujourd'hui avec l'intensification de la concentration de la presse aux mains des groupes économiques, mais dès 1906, il y a la volonté de faire main basse sur la presse parce qu'on sent, sait, elle constitue un levier extrêmement important, un levier qui forge des opinions, qui forge des consciences. Donc, l'humanité survit grâce à ses lectrices, à ses lecteurs, grâce aux militants communistes aussi, qui l'ont sauvé à plusieurs reprises. Je pense aussi à un de ses directeurs, Marcel Cachin, qui, à la veille de l'interdiction de ce journal L'Humanité, pour des raisons politiques, va créer des comités de défense de l'humanité, mais également une fête, une grande fête populaire qui s'appelle la Fête de l'Humanité, qui a lieu tous les ans à la rentrée, qui est devenue aujourd'hui sans doute l'une des plus grandes manifestations populaires, politiques, culturelles, qui se tient donc chaque année en défense de ce journal. Donc des remerciements aussi à eux. Et puis, de manière beaucoup plus large, je disais lectrices et lecteurs quotidiens, mais aussi ponctuels, démocrates, progressistes, et tout simplement hommes et femmes attachés au pluralisme de la presse, parce que c'est une dimension extrêmement importante. Elle est garante finalement aussi de la démocratie. C'est ce qui permet à chaque citoyen de pouvoir se faire un avis en confrontant, on va dire, les différentes lignes éditoriales qui existent en France. Et c'est aussi une singularité de la presse française. Je me tourne vers l'historien qui me dit, bon, pas tout à fait, mais enfin, qui est donc extrêmement important de ce point de vue-là. Donc, mille merci à tout le monde. Je voudrais revenir, pour répondre aussi à ta question, au cas où je me serais éloignée. C'est possible aussi, hein, mais si je m'éloigne, il faut me le dire. Hein. Je fais beaucoup de digressions, hein, ça m'arrive. Je voudrais revenir à cette grande date du 18 avril 1904, qu'évoquait d'ailleurs Marie-Christine Lépanie. Donc le 18 avril 1904, un nouveau quotidien se crée, un nouveau quotidien national se crée, c'est l'Humanité. Évidemment, je ne suis pas du tout objective, mais vous verrez dans le journalisme, dans l'objectivité qui est importante, c'est dans la méthode de travail objective, c'est pour moi l'un des plus beaux noms que l'on pouvait donner à un journal. Jean Jaurès est son fondateur, c'est une grande figure du socialisme français, et il souhaite à l'époque doter le mouvement socialiste d'un quotidien national pour être partie prenante dans la bataille d'idées qui se joue bien évidemment à l'époque. C'est donc un homme politique, mais c'est aussi un homme de lettres, un journaliste. Il écrit des critiques littéraires, mais là je parle sous l'autorité de vos enseignantes. Voilà. Il écrit des critiques littéraires dans la Dépêche du Midi. Il signe des articles absolument remarquables sur l'affaire Dreyfus, qui avec... Vous alliez en parler, oh, pardon. Alors, eh ben, mais j'anticipe. Voilà, j'anticipe. Voilà. Le journalisme, parfois, c'est de l'anticipation. Qui écrit des articles remarquables donc sur le procès et donc sur l'affaire Dreyfus, qui, avec le célèbre J'accuse d'Émile Zola, contribueront à la révision du procès, comme quoi le journalisme est d'utilité publique et d'intérêt général. Le contexte international aussi pousse Jean Jaurès, avec les risques de guerre croissants, l'alliance franco-russe, la guerre entre la Russie et le Japon. Cette question est éminemment importante, et vous voyez que je réponds un petit peu à votre question, puisque le refus de la guerre, le refus de servir les intérêts des industries de guerre, des grandes entreprises. Jaurès avait cette phrase, le capitalisme porte en lui la guerre comme l'orage porte la nuée. Le désir de paix, d'inscrire et de chercher tout le temps une solution pacifique au conflit pour éviter toute forme de boucherie, c'est la colonne vertébrale de l'engagement de Jean Jaurès. C'est l'un des ADN fondateurs de l'humanité et qui reste une constante jusqu'à aujourd'hui. Cet engagement du refus de la guerre, cet engagement en faveur de la paix, coûtera la vie à Jean Jaurès. 10 ans plus tard, à la veille de la Première Guerre mondiale, il est assassiné par Raoul Bien, mais qui est, on va dire, la main des exécutants et des va-t-en-guerre de l'époque. Je voudrais m'arrêter sur le premier éditorial de Jean Jaurès. Et vous allez voir les extraits, enfin en tout cas l'extrait que je vais vous lire, et c'est pourquoi je m'arrête sur ce petit bijou
Vous avez l'occasion de vous pouvez le voir sur Internet, sur Gallica, sur plein de à l'Humanité, sur le site de l'Humanité, bien évidemment. Il est absolument, enfin, il est riche d'enseignements jusqu'à aujourd'hui. Cet éditorial s'appelle Notre but. Et dans cet éditorial, il y expose, enfin, il assigne à la fois les ambitions du journal, les moyens d'y parvenir. Je tourne ma page parce que, en revanche, je ne connais pas le texte de mémoire. Et finalement, la raison d'être du journal. Aujourd'hui, on dirait le cœur de cible. On dirait ça comme ça, non, dans le jargon journalistique d'aujourd'hui. C'est l'ouvrier, c'est le paysan, c'est le monde du travail en général, souvent exclu, souvent méprisé, qu'on ne voit nulle part, qu'on ne voit dans aucune colonne. On parle de 1904, hein, donc il y avait pas la télévision. Et on pourrait extrapoler aujourd'hui à la radio et à la télévision. Mais donc, Jean Jaurès est persuadé que sa force d'intervention est capable d'agir pour transformer, on va dire, l'état de choses existantes et de parvenir finalement à l'un des premiers buts que s'assigne Jean Jaurès, qui est celle de la réalisation de l'humanité. Non pas du journal, mais du genre humain. La réalisation des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont, à l'époque, et encore aujourd'hui malheureusement, hein, sont méprisés, exclus, n'ont pas voix au chapitre, mais que leur capacité d'intervention peut bousculer l'ordre établi. Donc, dans cet éditorial, où il fixe cet objectif-là de réalisation de l'humanité, il précise aussi la marque de fabrique du journal qui sera historiquement le sien, que ce soit lorsqu'il est un journal socialiste, journal communiste, journal organe central du Parti communiste français, après le congrès de Tours en 1920, et puis aujourd'hui, journal fondé par Jean Jaurès. Un journal socialiste et engagé, mais attention, à l'exact opposé d'un titre de propagande. Il s'en écarte profondément. Toujours dans sa carte éditoriale, il affirme quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas d'ailleurs si à l'époque on parle en ces termes-là, mais finalement, la déontologie, l'éthique qui marque qui marque l'humanité, son saut de fabrique. C'est la même phrase que vous avez citée, mais je voudrais aller beaucoup plus loin. C'est par des informations exactes et étendues que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres les moyens de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. Parenthèse, donc, inviter les citoyens, les citoyennes, les hommes, les femmes à penser par eux-mêmes. La grande cause socialiste et prolétarienne n'a besoin ni du mensonge, ni du demi-mensonge, ni des informations tendancieuses, ni des nouvelles forcées ou tronquées, ni des procédés obliques ou calomnieux. Elle n'a besoin ni qu'on diminue ou rabaisse injustement ses adversaires, ni qu'on mutile les faits. Il n'y a que les classes en décadence qui ont peur de toute la vérité. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Cette phrase-là, il ne la prononce pas dans cet éditorial, il le prononce, je crois, me semble-t-il, soit un an avant, soit un an après, je crois que c'est dans le discours d'Albi aux jeunes. C'est ce qui va animer Jean Jaurès, c'est ce qui lui coûtera sa vie et c'est ce que nous avons tâché de faire depuis 120 ans. Cet éditorial, quand je vous dis, je vous invite à le lire, c'est qu'il est d'une extraordinaire modernité au sens où il est profondément avant-gardiste. Jean Jaurès allie le souci constant et scrupuleux de la vérité. On ne tord pas les faits pour qu'ils rentrent dans le journal et pour qu'ils soient en adéquation avec la ligne éditoriale. Et il allie à cela, parce qu'il assume pleinement de fonder un journal socialiste, la vigueur du combat. Cette lecture de classe de l'actualité, qui n'est pas propre d'ailleurs à l'humanité, elle est vraie aussi dans le Figaro et dans les Échos, mais cette lecture de classe de l'humanité, cette opinion assumée, affirmée et revendiquée, l'accompagnement de l'action plutôt que le verbiage inutile, parce qu'il parle comme ça, nous ne voulons pas de verbiage, et la rigueur de la formation. Ces quatre piliers-là, qui sont à l'origine de la fondation de l'humanité, c'est ceux qui animent encore aujourd'hui l'humanité. Non sans mal, je le dis, non sans erreur, non parfois dans l'histoire sans dogme. Mais c'est ces quatre clés-là qui vont façonner une voie singulière dans le paysage médiatique français, socialiste, puis communiste, puis aujourd'hui carrefour aussi de l'ensemble des forces
de progrès démocratique dans le monde. J'aurai l'occasion de revenir sur d'autres thématiques, c'est ça, je suis j'étais un peu longue. Non, non, coupez-moi, coupez-moi. Non, non, coupez-moi. Non, mais c'est très, très intéressant. Non, non, mais je veux Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Vous avez déjà, Cathy, évoqué beaucoup de l'aspect historique, mais je vais me tourner peut-être vers Nicolas. Peut-être, Nicolas, je me permets de te tutoyer puisqu'on a travaillé ensemble. Peux-tu nous donner un peu de contexte? L'humanité, donc, est créée en 1904. Quels étaient à cette époque les grandes dynamiques politiques et sociales du pays? Quels étaient les enjeux? Et à cette époque, quel rôle jouait vraiment la presse? Je vais peut-être commencer par la fin, sur le rôle de la presse. Il faut avoir à l'esprit que la Troisième République, donc ce régime qui dure, le long régime que connaît la France depuis la Révolution française, qui dure de 1870 à 1940, c'est l'âge d'or de la civilisation du journal. C'est le moment où c'est la principale source d'information. Il faut avoir à l'esprit qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, au niveau des grands titres parisiens, les journaux quotidiens parisiens, l'ensemble des titres tirent à 5 millions d'exemplaires tous les jours. Donc, c'est la principale source d'information, en sachant qu'à l'époque, on est autour d'une 30 et 40 millions d'habitants, je vais vérifier la démographie. Donc, c'est la principale source d'information, avec quelques grands titres qui dominent, donc parfois avec des liens avec des groupes de pression économique. On avait notamment le Matin, dont la corruption est assez connue, le Petit Parisien, qui était aussi très lu par les ouvriers et les classes populaires. Donc, c'est aussi contre ce Petit Parisien qui essaie de se positionner l'humanité pour capter la clientèle populaire. Donc, c'est cette configuration-là où la presse est la source incontournable d'information, mais avec une originalité, c'est que l'humanité va être très rapidement adossée à un parti qui naît une année après, un an après, la section française de l'Internationale ouvrière, pardon, la SFIO. Et donc ça, c'est une vraie originalité à l'époque. En revanche, ce qui existait déjà auparavant, c'est qu'il y avait des journaux qui étaient liés à des personnalités politiques. Au démarrage, l'Humanité démarre un peu de la même manière. C'est-à-dire que le principal actionnaire, c'est Jaurès. Donc c'est la même manière. Le précédent journal pour lequel Jaurès avait collaboré, c'était La Petite République. Le principal, l'homme politique qui était adossé à la Petite République, c'était un socialiste indépendant, pas vraiment reconnu dans le camp socialiste parce qu'il a accepté un poste ministériel, Alexandre Millerand. Il y a l'Aurore, c'était Clémenceau, ainsi de suite. Donc il y avait déjà une tradition de journaux politiques adossés à des hommes politiques, mais pas encore de journaux politiques quotidiens adossés à une structure partisane. Et ça, c'est une vraie nouveauté à l'époque, en ayant à l'esprit que c'est justement à ce moment-là qu'on commence le paysage politique commence à se structurer avec des partis politiques. À l'échelle française, le premier vraiment à avoir une empreinte un peu longue, c'est justement la SFIO. Le parti radical, c'est parfois des collections de personnalités sans forcément adhésion au parti. Le cas le plus connu étant Georges Clemenceau, qui n'a pas adhéré au parti radical, alors que c'est le principal teneur de cette ligne-là. Donc ça, c'est le contexte au niveau de la presse, c'est aussi politique. En ayant à l'esprit que les enjeux à l'époque, on est sous la Troisième République, donc c'est un régime avant tout parlementaire. Donc, faire passer des lois, ça prend énormément de temps. Alors, avec parfois des conjonctions un peu singulières pour faire passer des lois sociales, où c'est à la fois les catholiques conservateurs qui se retrouvent avec les socialistes, enfin l'extrême gauche, pour faire voter des lois de protection sociale à l'égard des ouvriers, parce que pas avec les mêmes idéologies à la base, il y a quelques mesures qui passent comme ça de protection sur la condition ouvrière. Donc, des lois qui prennent du temps à passer. Il y a des lois qui sont extrêmement clivantes, où on retrouve effectivement le pacifisme et les positions de Jaurès. Typiquement, une des grandes lois sur lesquelles l'humanité va s'illustrer, et Jaurès va s'illustrer juste avant la Première Guerre mondiale, c'est la loi d'idée de 3 ans. 3 ans, c'était la durée du service militaire, enfin, qui était rallongée à ce moment-là, donc dans la perspective justement de préparer la guerre contre l'Allemagne. Et donc l'humanité, comme Jaurès, vont s'illustrer sur une ligne de défense, non à l'augmentation du service militaire. C'est pas celle qui gagne, mais c'est un combat extrêmement clivant. De la même manière, l'un des combats pour lequel l'humanité et la dépêche du Midi, auquel Jaurès avait collaboré auparavant, où ils vont être minoritaires sur la scène nationale, c'est sur l'abolition de la peine de mort. Il y a des débats réguliers à ce moment-là sur l'abolition de la peine de mort. Il y a certains grands journaux parisiens qui s'amusent à lancer des sondages, enfin des référendums auprès de la population pour savoir
S'ils sont pour ou contre la peine de mort, c'est souvent lié à des faits divers un peu sordides, donc forcément la réponse est massivement pour la peine de mort. L'un des rares journaux à s'illustrer dans cette ligne abolitionniste, ça va être l'Humanité. Donc elle a une ligne assez particulière, et en sachant que c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure, si les premiers numéros se vendent bien, très rapidement il y a des difficultés financières. Donc c'est le principal journal politique clairement affiché comme politique, mais c'est très loin, les tirages à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est autour de 120 000 exemplaires de mémoire. On est très loin des tirages quatre grands quotidiens parisiens qui tirent à 1 million d'exemplaires quotidiens. Mais c'est le principal journal politique clairement affiché comme politique. D'autres peuvent se retrouver sur des lignes politiques, mais sans forcément l'afficher ou être adossé à un parti, comme le Figaro, qui fait partie des déjà anciens à l'époque, mais qui n'est pas adossé à un parti politique ou à une globalement de droite, mais la droite à l'époque est très divisée, donc c'est une ligne politique un peu plus mouvante. Donc c'est un peu le contexte, en ayant à l'esprit que les grandes questions politiques et sociales du début du XXe siècle, au moment où ça naît, c'est avant tout les combats autour de la question religieuse, c'est ce qui illustre vraiment sur les années 1901 jusqu'à 1905, jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'État. Vous avez tout un ensemble de dispositifs qui sont pris pour limiter l'influence de l'Église catholique dans la société, donc notamment la fameuse loi sur les associations de 1901, qui est très libérale pour les associations de manière standard, mais qui est très coercitive pour les associations religieuses, et la loi de 1904 qui interdit aux congrégations enseignantes d'enseigner, pour limiter l'influence éducative de ces congrégations. Donc ça, c'est les grands enjeux au niveau politique intérieur. Et au niveau international, c'est effectivement déjà le contexte de la montée des périls, avec des querelles autour de la question coloniale. Là, pour le coup, souvent, les socialistes, comme une partie des radicaux, sont sur des positions anticoloniales, mais ce n'est pas celle qui prime, donc notamment autour de la question marocaine. Donc, voilà un petit peu le contexte rapidement des années 1900-1914, et en sachant que par contre, c'est du coup un journal d'opposition. Il faut bien avoir à l'esprit, l'Humanité comme Jaurès n'a jamais occupé de fonction ministérielle, c'est vraiment nativement un journal d'opposition. Et oui, donc on voulait aussi également, mais on connaît aussi l'engagement de Jean Jaurès, notamment la défense des mineurs, des combats qui a porté victoire aussi, qui a bien gagné. On voulait aussi savoir un peu, Cathy, justement, dans l'histoire de votre journal, quels sont les combats qui ont marqué les plus vraiment la rédaction, les combats que vous revendiquez d'une manière plus fière. On a commis des erreurs, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des moments dans lesquels l'autocritique, bon, l'histoire et les contextes, c'est pas toujours les mêmes. Mais en tout cas, ça peut être intéressant dans un moment comme ce soir où on est en train de rendre hommage aussi à cette histoire, dans l'histoire de votre journal, d'évoquer aussi et les combats qui ont marqué la rédaction, les combats qui ont marqué aussi la France et auprès de l'opinion publique, les combats gagnés aussi certains et les erreurs. Enfin, Ça fait beaucoup. oui, je sais. Non, mais je tiens quand même à journaliste dire à l'esprit que des synthèses, donc pour aller à l'essentiel. 120 ans en 5 minutes. 120 ans, voilà, c'est 120 gentil. ans en Oui. 5 minutes. Vous avez donc 5 minutes. Alors, c'est extrêmement difficile. Oui, c'est dur et en plus, bon, forcément, je vais en oublier et je m'en excuse. Auprès d'abord des journalistes qui, à chaque époque, ont fait vivre dans les colonnes et relayer les combats, les grands combats de l'époque. Je m'excuse auprès d'eux, puis aussi auprès du public, surtout qu'il y a des lecteurs et des lectrices de l'humanité. Donc, je vais faire très attention à ce que je veux dire et essayer de pas en oublier. L'un des grands combats de l'humanité, je le disais dans ma première réponse, c'est la paix. C'est le refus de la paix. C'est fondamental. Ça coûte la vie à Jaurès en 1914. Nous rentrons dans le XXe siècle dans le sang et dans la boue, par une tragédie sans nom qui s'achève 4 ans plus tard sur une défaite, sur une humiliation qui va engendrer toute l'horreur que l'on saura de la Seconde Guerre mondiale. Donc la paix, quelque chose de fondamental, que l'on revoit donc dès 1905, effectivement, au Maroc, où Jaurès fustige ces guerres coloniales. On le retrouve bien évidemment, ce combat pour la paix et contre les guerres coloniales, elles sont beaucoup liées à la période au moment du RIF, en 1925. C'est aussi 1936,
une alerte dès les années, déjà 2 ans auparavant, sur la montée du nazisme en Allemagne. 1936 est une année à la fois très exaltante, hein, des fronts populaires en Espagne et en France, avec de grandes conquêtes sociales, parce que c'est l'autre jambe de l'humanité, euh, mais c'est aussi la montée des fascismes en Europe. C'est le coup d'État en Espagne, c'est la non-intervention de Blum, et là, il y a nettement une cassure, on va dire, à gauche qui s'opère, hein, entre l'Humanité, journal du Parti communiste, et le Parti socialiste de l'époque, le fascisme aussi en Italie. C'est aussi un positionnement très ferme contre les guerres coloniales, pas que celles où la France est impliquée, hein, et en faveur des mouvements de libération. Alors, ça concerne la France, c'est la guerre d'Algérie. Une dénonciation tellement radicale, juste dans sa dénonciation des atrocités perpétrées par l'armée française, que l'Humanité sera le journal le plus censuré de la presse française. Les unes de l'Humanité sont parfois parées de blanc, avec écrit censuré. Parfois, ils ne se donnent même pas cette peine-là, c'est des encarts blancs. Alors, on a l'impression que les journalistes n'ont pas rendu la copie à l'heure. Ils ont rendu la copie à l'heure. Et ils dénonçaient les massacres en Algérie, du blanc, censuré. C'est bien évidemment la dénonciation de la guerre du Vietnam, avec des extraordinaires reportages, et je tiens à le dire ici, de Madeleine Riffaut, qui est décédée le 6 novembre dernier, il y a une semaine, résistante, communiste, et grand reporter de l'humanité, qui a couvert la guerre d'Algérie, qui a échappé de peu à un attentat, et qui va donc couvrir la guerre du Vietnam. Elle enverra, on a publié, évidemment, à l'occasion d'un hommage dans nos colonnes et d'une publication de sa nécrologie, des extraits de ces reportages. Des fois, l'écriture, elle vieillit, vous en rendrez compte, mais peut-être même d'ailleurs quand vous lirez plus tard vos propres écrits, vous vous direz, on écrivait comme ça à l'époque. Les siens n'ont pas bougé. Ils sont d'une force absolument extraordinaire. Il y a une charge à la fois politique, poétique, absolument terrible. Et elle met sa plume au service d'une dénonciation. Je pense à ce petit témoignage de cette fillette qui s'appelle Da, qui est absolument bouleversant. N'hésitez pas à le lire parce que c'est des modèles du genre. Donc, euh, profondément contre les guerres impériales. Ce mouvement-là, il se perpétue jusque dans les années 2000 et même 1990. Je pense au grand mouvement contre les guerres en Irak. La première guerre en Irak en 1990, avec une mobilisation populaire. L'humanité n'invente pas hein, les combats qu'elle mène. L'humanité est au diapason aussi, euh, comment dire, nous ne créons pas artificiellement des oppositions fortes et des mouvements sociaux et internationaux. Hein. Il y a à l'époque, en 1990, et c'est terrible lorsqu'on compare les périodes avec la guerre illégale suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, malheureusement, nous n'avons pas assisté aux énormes mouvements populaires et citoyens au début des années 90 contre la guerre en Irak que l'humanité a amplement relayé. C'est vrai aussi du conflit israélo-palestinien. Et je le dis assez tranquillement, nous n'avons jamais là-dessus cédé à aucun type de sirène. Vous le savez, les colonnes de l'humanité, dans les colonnes de l'humanité, le racisme, l'antisémitisme n'ont pas le droit de citer. Mais en revanche, nous sommes très clairs sur la nature de ce conflit-là. Et donc, nous avons couvert de la guerre des pierres des premières intifadas jusqu'à aujourd'hui l'impérieuse nécessité de trouver une issue à ce conflit. Sinon, faute de quoi, ce sera toujours l'horreur pour les Palestiniens, mais ce ne sera jamais non plus la paix pour les Palestiniens. Nous n'avons jamais cessé de relayer cela. Et dire les choses telles quelles, ce n'est pas se positionner et faire montre ni d'antisémitisme, ni de sous-estimer les événements qui ont eu lieu le 7 octobre. Pas du tout. C'est tout simplement rappeler des faits, se faire le porte-voix d'une solution pacifique, le refus de la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour vivre ensemble que celle de la paix, sous l'égide des Nations Unies et en respectant le droit international. Ça, c'est une dimension aussi extrêmement importante. L'autre dimension importante de l'humanité, c'est le social. C'est visibiliser ce que l'on ne voit jamais. Alors, tout au long de l'histoire, aujourd'hui, il y a certes la télévision, il y a certes la radio, mais l'image
du travailleur aux 20 heures, c'est quand même pas si courant que ça. Et l'humanité, finalement, va redonner toutes ces lettres de noblesse aux femmes et aux hommes qui travaillent, qui font ce pays, qui se lèvent tous les matins, qui produisent les richesses et qui, en échange, subissent bien souvent exploitation, mépris, rejet. L'humanité va donc visibiliser et va visibiliser toutes les situations. Je crois que c'est vous qui évoquiez la catastrophe de Courrières dans les mines. Ça va être une dimension bien évidemment essentielle, mais je pourrais dire les grandes grèves de 1936 qui vont accompagner les grandes conquêtes du front populaire, mai 68, les grands décryptages de toutes les réformes de retraite de ces dernières années. Oui, parce qu'il faut savoir juger sur pièce. Et ça, c'est pour ça que je lisais cet extrait de Jean Jaurès au début. Nous ne pensons pas à la place des lectrices et des lecteurs. Jamais. Jamais il ne faut penser à leur place. En revanche, il faut leur donner les moyens de juger sur pièce. C'est ce qui nous a amené souvent à publier tels quels les projets de loi, à décrypter des projets de loi en donnant des commentaires à la volonté de chacun de les lire ou non. C'est vrai, par exemple, du projet de traité constitutionnel européen de 2005, qui a été, on parle d'un temps, peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui a été, mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir plus amplement sur comment, à un moment donné, nous ne sommes plus dans le champ de l'information, mais dans la désinformation. Et de ce point de vue-là, l'humanité a joué son rôle d'information en publiant in extenso ce projet de traité constitutionnel, là où ses détracteurs, et ils étaient nombreux, y compris dans les titres de presse, s'opposaient sur la base de rien, parce que finalement, ils n'avançaient pas du tout le contenu de ce projet de réforme. Donc, décryptage de toutes les lois, relais des luttes, et pas qu'en France, également dans le monde. C'est aussi une dimension internationale. Je suis longue, ça va? Voilà. Et cette dimension internationale, elle est très importante. L'humanité, je disais, parfois s'est trompée. C'est vrai, elle s'est trompée. Mais des fois, et bien souvent, elle a eu raison avant les autres. L'Humanité, c'est le premier journal qui a barré sa une d'un monsieur qui s'appelle Nelson Mandela, qui était emprisonné et qui était emprisonné pourquoi? Parce qu'il dénonçait un régime d'apartheid. L'Humanité, donc, a mis son visage en une du journal en dénonçant les accointances de la politique française avec la politique sud-africaine. Ça peut paraître aujourd'hui une grande blague, mais je vous assure que dans les années 80, c'était pas du tout une blague. Et que la représentante de l'ANC en France s'est fait assassiner sur le territoire français parce qu'elle dénonçait justement les contrats qui existaient entre Paris et Pretoria. C'est Bobby Sand. Et toute la lutte des Irlandais, j'en oublie plein, c'est terrible. Enfin bon, bref, c'est Angela Davis, c'est Sacco et Vanzetti. Vous évoquiez le combat contre la peine de mort, c'est Sacco et Vanzetti et l'électrocuté. C'est les Rosenberg aussi. Bon, c'est à la fois des combats politiques, enfin, des relais de combats politiques, de combats sociaux, de combats sociétaux aussi. On pourrait, si on parlait aujourd'hui, comment l'humanité cherche à être le journal qui ouvre ses colonnes à ces mouvements qui, à juste titre, disent mais attention, nous sommes en train de griller toutes les cartouches de l'humanité, pas simplement parce qu'on fait des guerres et qu'il y a de quoi faire exploser 1000 fois la planète avec la course aux armements, pacifisme toujours, qui est en cours aujourd'hui, mais parce qu'on est en train de griller toutes les cartouches sur le plan du climat qui nous permettent aujourd'hui d'exister. Je pourrais parler également du féminisme. J'ai pas du tout évoqué plein de choses tout au long de l'histoire, mais je voudrais juste rappeler euh, que l'humanité, dès le départ, va ouvrir largement ses colonnes, contrairement parfois aux idées reçues que nous avons, au monde de la création et du sport, avec des grandes, je citais Jules Renard, mais je pourrais citer aussi Anatole France, Louis Aragon qui écrira dans la rubrique Faits divers, qui deviendront dans le journal L'Humanité faits de société. L'Humanité va mettre à sa une le Tour de France, parce que les manifestations sportives populaires, c'est aussi de l'intérêt, ça participe aussi d'épanouissement. Enfin bon, bref, c'est des collaborations avec Picasso, avec Matisse, bon, j'oublie plein de choses. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir dans les questions. Que c'est frustrant. Il y a tellement de choses à dire. Que c'est frustrant. D'accord, merci. Donc, vous le disiez, quand vous décrivez les grands combats, finalement, l'humanité
à traverser, à accompagner la gauche française. Moi, je voudrais revenir un peu, Nicolas, sur un moment historique. Vous l'avez un peu évoqué, Cathy, en parlant de 1920, le fameux congrès de Tours. Hein. C'est important, surtout pour nos jeunes étudiants, parce qu'il se passe quelque chose. Il y a l'internationale socialiste, et là, la gauche se divise. Il y a d'un côté les socialistes, d'un côté les communistes, et c'est à cette période que l'humanité va devenir l'organe officiel du Parti communiste. Et c'est vraiment ce qui le distinguait des autres titres. Alors, peut-être, est-ce que sur ce... Parce que c'est une période importante quand on s'intéresse à l'histoire de la gauche. Tu peux, sur le congrès de Tours, nous dire quelques mots? Non. Très rapidement, en sachant que au lendemain de la Première Guerre mondiale, en fait, il y a une crise, enfin, une crise politique suite au conflit. Plusieurs déconvenues que traverse la SFIO au lendemain de la Première Guerre mondiale. Première déconvenue, ce sont les élections législatives de 1919, où, du fait du changement de règles électorales, alors qu'il y a plus de voix pour la SFIO, ils se retrouvent avec moins de sièges de députés qu'avant la Première Guerre mondiale, et même non, enfin, pas un résultat à la hauteur des espérances qui, vu le nombre de voix, tout simplement parce qu'on était passé à des scrutins départementaux, c'est-à-dire que c'était des scrutins de liste départementaux, donc ce qui avantageait certaines listes par rapport à d'autres. Comme il n'y avait pas de front commun à l'époque entre notamment les radicaux socialistes et les socialistes, résultat des courses, les socialistes se retrouvent avec même pas 70 sièges à la Chambre des députés, ce qui est très minoritaire. Donc, première déconvenue de ce côté-là. Deuxième déconvenue, c'est il y a plusieurs mouvements sociaux au lendemain de la Première Guerre mondiale, des grèves à la fois en 1919 et 1920 qui sont réprimées très brutalement en France. Il y a le même démêlé, si j'ose dire, pour d'autres insurrections au niveau européen. Donc ça finit encore plus mal, notamment en Allemagne. Donc, toujours est-il que ni la voie révolutionnaire, ni la voie parlementaire n'a réussi, si j'ose dire, à la conquête du pouvoir. Donc, il y a déjà une crise de ce côté-là. Et à cela se rajoute le fait qu'il y a quand même une grande lueur à l'Est, donc la révolution bolchevique, que se met en place une nouvelle structure, donc l'international, ce qui va devenir la troisième internationale, et va se poser la question de l'adhésion ou pas à la troisième internationale, donc celle qui était pilotée par Moscou et donc par Lénine à l'époque. Et majoritairement, les cadres, ceux qui vont être présents au congrès de Tours, vont choisir l'adhésion à la troisième internationale, mais va rester à la vieille maison, un groupe très minoritaire, donc Léon Blum notamment, Paul Faure. Donc il va y avoir scission entre les deux sensibilités. Donc naissance du Parti communiste français, enfin pas encore sous son nom, ça se met en 1920, ce qui va entraîner donc une rupture au sein de la mouvance socialiste, et en ayant à l'esprit que dans un premier temps, entre socialistes et communistes, ils ont le même bagage théorique du marxisme, mais ils ne s'entendent pas du tout sur l'interprétation à faire de l'usage du marxisme. Et donc, au moins pendant les années 20, ça va changer dans les années 30, notamment à partir de 34, il y a parfois il n'y a pas pire anticommuniste, par exemple, que les socialistes à ce moment-là. Parce qu'ils ont le même bagage, mais ils ne font pas la même interprétation. Et de manière symétrique, le Parti communiste français, dont l'Humanité devient l'organe en 1923, applique de manière assez radicale la doctrine de classe contre classe. On considère que la SFIO, c'est un parti plus ou moins bourgeois, et donc pas de collaboration possible, notamment pour d'alliances ou d'accords électoraux avec la SFIO jusqu'aux années 30. Ça va changer seulement après 34. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc ce qui fait que l'Humanité va rester dans le giron de ce parti communiste. Les socialistes vont se doter d'un nouvel organe qui n'a pas du tout le même charisme, si j'ose dire, que l'Humanité, enfin beaucoup plus modeste, c'est Populaire, qui va être actif de la fin des années 20 jusqu'aux années 60. C'est notamment cet organe que publie régulièrement Léon Blum, et ça n'a pas du tout le même rayonnement médiatique, en ayant à l'esprit qu'en plus l'Humanité dans les années 20, même si c'est un parti à l'époque, enfin, si le Parti communiste à l'époque ne connaît pas forcément de grands succès électoraux, il y a déjà ce phénomène de compagnon de route
qui se développent, donc de compagnons intellectuels, et vous avez un certain nombre de plumes qui, sans forcément faire adhésion au parti communiste, collaborent régulièrement à l'Humanité. Certains deviennent directeurs littéraires. Enfin, le plus connu à ce titre, c'est Henri Barbus, qui aujourd'hui est quand même beaucoup moins connu que Louis Aragon, mais qui était l'un des premiers écrivains pacifistes, qui avait fait un roman qui s'appelait Le Feu, qui était l'un des best-sellers sur les romans pacifistes liés à la Première Guerre mondiale. Et ça fera partie de cette mouvance-là qui fait qu'il y a pas mal d'intellectuels qui, dès les années 20 et ensuite dans les années 30, on a par exemple Paul Nizan aussi, qui vont rejoindre l'Humanité ou d'autres journaux dans le même groupe, parce que l'Humanité, c'est un journal du matin, et à l'époque, il y a ces problèmes, enfin, ces problèmes, il y a les journaux du matin et les journaux du soir qui, se, qui sont en rivalité. Donc, il va y avoir un deuxième journal communiste à l'époque, c'est Ce Soir, qui va essayer de compléter, si j'ose dire, l'offre de presse du Parti communiste français dans les années 20 et 30. Et en sachant qu'à l'époque, l'Humanité, enfin, ça se devine à demi-mot, comme le Parti communiste français est quand même dans l'orbite directe de Moscou, quand il y a en URSS, vous le savez sûrement, il y a souvent il y a des vagues d'épuration successives, régulières, et qui sont parfois un peu brutales, c'est un doux euphémisme. Oui, c'est bon. Et il y a ça entraîne des soubresauts aussi dans la ligne éditoriale de l'Humanité par ricochet. Ou parfois des personnalités qui, à certains moments, sont désavouées parce qu'ils ne correspondent plus à la ligne de Moscou. L'un des grands rédacteurs en chef de l'époque, Paul Vaillant-Couturier, parfois on présente sa rédaction en chef comme continue jusqu'à son décès, alors qu'en réalité, il a été écarté pendant quelques années parce qu'ils ont, à Moscou, qui avaient considéré que ça ne correspondait pas, la couverture médiatique de l'humanité qu'il avait donnée à l'Humanité de certaines affaires ne correspondait pas à la ligne de Moscou. Donc il a été écarté pendant quelques années, resté par contre Marcel Cachin, toujours directeur du journal, et Paul Vaillant-Couturier qui avait commencé à moderniser le contenu et à essayer de le rendre attractif justement pour une clientèle populaire pendant 3-4 ans, fin des années 20, début des années 30, a été écarté, a été écarté de la rédaction en chef. 8 ans. Et je voulais passer voilà, plus à l'actualité, hein, mais c'est vrai que ces 120 ans, ça fait vraiment voilà, toute une très longue histoire, mais il faut aussi parler de l'actualité, du contexte vraiment actuel. Nous sommes dans un moment difficile. La semaine dernière, il y a Trump qui vient juste d'arriver au pouvoir. Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de désinformation, des fake news. En pleine actualité, je voulais aussi savoir, parmi les combats que vous menez, dans les combats à venir aussi, et quels sont voilà, un peu la ligne éditoriale, vous, comme éditorialiste, comment vous envisagez dans les années qui viennent de pouvoir un peu et mener ces combats qui vont être importants, notamment par rapport à la montée de l'extrême droite. On a tous cette date en tête. C'est vrai que c'est un moment très difficile aussi de voir ces contextes. Je voulais vous voir entendre réagir à ça. C'est vaste. Il y a plusieurs questions. Attention, hein. Après, on va dire que c'est trop long. J'ai coupé l'autre question, donc je suis D'accord. plus là-dessus, parce que sinon on n'a pas le temps. Ouais. Bon, on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais c'est intéressant parce que pour moi, Paul Vaillant-Couturier, c'est une des figures fondamentales de l'humanité. Peut-être après celle de Jean Jaurès. Allez, on aura peut-être l'occasion d'échanger après. Comment on se projette? Ouais. Enfin, l'humanité, comment l'humanité se projette, c'est les projets de l'humanité, hein. En revanche, en tant qu'éditorialiste, moi, je ne projette rien du tout, hein, parce que je ne suis pas la Madame Irma des sciences sociales et je ne sais pas ce que sera la France et le monde de demain. En revanche, les indicateurs aujourd'hui sont extrêmement inquiétants et les clignotants sont tous au rouge. Moi, je suis plutôt d'un naturel optimisme, ceux qui me connaissent dans la salle, sauf que je suis plutôt enjouée, mais je suis inquiète. Je suis inquiète parce que nous sommes dans un contexte éminemment tendu au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial, et que pour l'instant, je ne vois pas pour l'instant de porte de sortie. On est dans une déflagration sociale et économique absolument terrible, de décrochage, de franges très importantes de la population. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, et c'est vrai dans le monde, qui se traduisent parfois par des votes
Nous sommes là, nous ne sommes pas que des spectateurs et des commentateurs, hein. Si nous avons à cœur de faire notre métier, je reprendrai cette formule de Camille Desmoulins, nous sommes les sentinelles de la démocratie. Donc ce qui se passe euh, en France, en Europe et dans le monde doivent nous interpeller et nous devons l'analyser pour justement comprendre les mouvements qui s'opèrent aujourd'hui. Donc je disais, un décrochage profond d'une partie de la population qui trouve des réponses sans doute dans les formations les plus démagogiques, populistes, d'extrême droite, d'ultra-droite, conspirationnistes, suprémacistes. N'en jetez plus avec les istes. Euh, c'est vrai en France. Bon, bah, les résultats aux États-Unis sont ce qu'ils sont. Ils sont à la fois le marqueur d'une profonde défaite du Parti démocrate, mais d'une victoire de Donald Trump. Et c'est en ça où il faut s'interroger. C'est-à-dire des gestes qui n'ont pas été faits par le Parti démocrate, mais il y a des gestes aussi qui ont été faits par le Parti républicain qui ont permis à Trump d'assurer une victoire. Et de croire qu'il était finalement le sauveur d'une situation sociale aux abois pour des millions et des millions d'Américains. La situation, elle est complexe parce que nous évoluons aussi dans un contexte de profonde méfiance et de défiance, par exemple, vis-à-vis des médias. Parlons-en. Parfois pour des bonnes raisons. Et quand je parlais des erreurs de l'humanité, tout le monde devrait parfois procéder à sa critique et à son autocritique pour expliquer ce décrochage de la population. Pourquoi préfère-t-on s'informer via ça et via les réseaux sociaux qui parfois n'en ont que le nom, tellement ils sont asociaux, immoraux et tellement ils véhiculent tout un tas de thèses éminemment dangereuses pour la démocratie. Tout cela doit nous interpeller. Citoyens, citoyennes, médias, hommes et femmes politiques qui formulent au nom du combat contre l'adversaire euh, souvent des fake news. Ils sont les premiers à en créer et à les relayer. Et calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est aussi les pouvoirs publics qui, je pense, doivent se ressaisir. L'ARCOM a beaucoup de travail, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle fait des choses, mais pas assez, pas assez suffisamment. Euh, les autorités politiques aussi. Euh, Paul Vaillant-Couturier mettait déjà en garde, je crois que c'est en 1936, oui, parce qu'il décède en 1937. Oui, c'est en 1936. Sur la presse des trusts et les trusts de presse. Et déjà à l'époque, il interpellait, il souhaitait que le gouvernement euh, crée des garde-fous sur la dangerosité de la concentration médiatique. Comment des grandes entreprises, comment des grands groupes d'intérêt font main basse aujourd'hui, enfin faisaient déjà main basse à l'époque sur les médias et font aujourd'hui main basse sur tout un tas de presse. Les titres de presse, hein, je parle sous votre autorité d'ailleurs aussi, je crois qu'ils sont détenus aujourd'hui, alors l'ensemble, peut-être, on va mettre l'Humanité, Mediapart le média, Reporter, bon, bref, ceux qui ne sont pas adossés à un grand groupe industriel ou à des milliardaires, qui sont aussi dans le luxe, hein, je pense à LVMH, etc., je crois qu'on se compte sur les doigts d'une main. Tout le reste, et ne croyez pas que cette concentration capitalistique n'a pas des incidences sur les lignes éditoriales. Non pas qu'elles soient diverses, ça pour moi ce n'est pas un problème, hein. Le Figaro est de droite, oui, les Échos sont le reflet du patronat, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand désormais il n'y a plus de pluralisme, parce que toutes les lignes éditoriales ont tendance à ne plus faire qu'une. Et là, ça devient extrêmement problématique, parce que c'est un appauvrissement de l'offre éditoriale, de l'offre d'idées aux citoyens et aux citoyennes que vous êtes, qui vous permettent de penser par vous-même, de juger par vous-même, de vous forger votre propre opinion. Lorsqu'une immense majorité de titres, radio, télé, rabâche en continu de la même info, elle finit par passer. Et qu'importe si elle est vraie. Donc, grande responsabilité aujourd'hui des autorités politiques, des gouvernements, pour minimiser cela. Parce que en face, je vous le dis comme ça, je ne sais pas comment le dire autrement, ça s'organise. Une sorte d'international, alors on va me dire, tu pourrais quand même employer un autre nom, ça fait vraiment très marqué. Allez, une toile
une toile se tisse entre des think tanks détenus par des hommes et des femmes d'influence, par des médias qui s'inscrivent délibérément dans une marche, dans une démarche de révolution néoconservatrice, rétrograde, a vu le jour, bien sûr, aux États-Unis, mais conjointement avec l'un des épicentres de cette révolution néoconservatrice qu'est la Hongrie, hein, de Viktor Orban, qui influence extrêmement aujourd'hui l'Union européenne et jusqu'au sein de son Parlement dans les décisions, et que donc il y a besoin d'une action citoyenne, mais d'action citoyenne à tous ces échelons-là. Euh, je, je vous montrais mon portable, vous avez le même, enfin pas tout à fait cette marque, mais certainement une autre. Euh, L'un des détenteurs d'un des plus grands réseaux sociaux, encore une fois, où de plus en plus de personnes s'informent exclusivement par ce canal-là. C'est Elon Musk. Ce n'est pas qu'un multimilliardaire qui veut coloniser et privatiser l'espace. C'est aussi l'un des soutiens incontournables de Trump qui va faire désormais son entrée au gouvernement. C'est un eugéniste, c'est un homme qui répand des fake news à longueur de journée. Et j'évoquais la post-vérité. Hannah Arendt disait, mais quand le mensonge est généralisé, ce qui est terrible, c'est que finalement, les gens ne finissent plus par croire. Et ce qui est terrible, c'est que pas simplement ils ne finissent pas par croire, c'est qu'ils finissent par croire ce qu'ils ont envie de croire. Et quand bien même on leur fait la démonstration que ce qu'ils croient n'est pas vrai, au sens où on avance des arguments, des informations vérifiées, il n'y a plus prise. Et ça c'est imminemment dangereux, pas simplement pour les idées, c'est dangereux pour la démocratie. D'où toute mon inquiétude. On aura certainement le temps de revenir après sur les objectifs de l'humanité, mais je, je suis désolée de faire cette intervention-là parce que je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais je crois qu'il faut prendre la mesure de la dangerosité de la période dans laquelle nous sommes, avec très, très peu de garde-fous, si ce n'est celle de nos intelligences. Peut-être avant de passer les questions avec le public, peut-être une dernière question, Nicolas. Comment tu juges de ton regard d'historien l'évolution du journalisme politique, hein, qui était la troisième, une activité parlementaire, voilà, quel regard tu plonges sur l'évolution du journalisme politique, du journalisme engagé en France? Je ne vais surtout pas faire de prospective. Tu n'es pas le Paco Rabanne non plus. Non, mais en fait, il y a une évolution déjà une évolution des supports sans continuité aux supports de presse. Au départ, c'est effectivement tout ce qui était presse quotidienne qui dominait. Il faut quand même avoir à l'esprit que sous la Troisième République, notamment les années 30, qui ont été des années très violentes sur un plan politique, sont des années en fait, cruciales aussi pour la liberté d'expression, ou sur le fait qu'il faille mettre des bornes à ce qui peut être dit dans les journaux, parce que dans les années 30, c'est une époque où les journaux sont majoritairement de droite, voire d'extrême droite. Donc, il y en a très peu qui s'engagent avec une ligne politique forte à gauche, comme l'Humanité, le Populaire, des journaux d'inspiration démocrate chrétienne. C'est l'époque où, du fait de campagnes de presse, certains hommes politiques se suicident, notamment le ministre de l'Intérieur du Front Populaire. Donc, le journalisme politique, ça se situe aussi à ce niveau-là. Il faut bien avoir aussi à l'esprit que l'entre-deux-guerres, c'est le moment où naît vraiment la profession de journaliste tout court, donc y compris de journaliste politique, alors, pas encore avec des écoles de journalisme, mais des journalistes, bien longtemps après, mais des journalistes professionnels qui peuvent influencer vraiment en tant que journaliste. Le vrai premier, c'est enfin, pour la scène française, mon ancien, je m'explique bien, c'est plutôt Albert Londres, alors pas sur la ligne politique des journaux de gauche. Et en fait, il va y avoir une diversification des supports d'inspiration politique engagés à gauche, notamment à partir des années 50-60, avec l'influence avec les hebdomadaires, Monde Express, France Observateur, qui, pareil, au moment de la guerre d'Algérie, vont plutôt s'engager, au moins sur la cessation des combats, dénonciation de la torture. Donc, il y a ce type de journalisme politique, entendu au sens large. Après, un journalisme politique
Aujourd'hui, ça ne se trouve plus, enfin, même très rapidement, le journalisme de manière globale, enfin, la presse fait l'objet de concurrence d'autres médias à partir des années 50 et 60. Donc, la radio, dès les années 30, c'est encore pas de journalisme radio en tant que tel, mais à partir des années 50-60, ça s'est développé. Ensuite, la télévision. Donc, il y a d'autres médias qui vont jouer un rôle. Et donc, le journalisme politique de presse, ça va quand même se réduire, d'une certaine manière, cette mise en visibilité. En tant que pour les journaux quotidiens, à part l'Humanité, aujourd'hui, même dès les années 80, il n'y a plus grand-chose comme journaux politiques quotidiens qui affichent clairement une ligne politique. Vous avez en revanche des hebdomadaires, ça, qui existent notamment à l'extrême droite. Mais voilà, donc il y a quand même une limitation, une réduction de ce journalisme politique, et ça vient aussi du fait que les politiques utilisent d'autres moyens de communication que le journalisme. Sous la Troisième République, le journalisme politique, c'était aussi une voie d'accès à la carrière d'un politique. Donc, Jaurès, d'une certaine manière, est assez exemplaire aussi de ce titre-là. Il commence en même temps une carrière politique, une carrière de journaliste. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont plus vraiment, enfin, qui ne sont pas envisageables, qui ne sont même pas envisagées par des journalistes qui veulent faire carrière dans le métier. Et c'est lié aussi à la professionnalisation du métier de journaliste. Donc, on arrive au journalisme pas forcément au départ avec l'idée de faire du journalisme politique. On peut arriver dans des journaux clairement avec une vraie ligne politique, mais c'est plus forcément la voie d'accès au journalisme. Au contraire de sous la Troisième République, où là, souvent, on arrivait aux journaux parce qu'on s'engageait aussi en politique. Donc, il y a quand même une évolution assez radicale aussi du métier de journaliste à ce titre. Je crois que merci beaucoup vraiment pour tous ces éclairages et vraiment, effectivement, on va laisser la parole au public, vraiment, j'imagine, avec peut-être une demi-heure. Vous avez beaucoup de questions, un moment d'échange aussi, également avec nos invités. C'est la première question qui est la plus difficile, on passe directement à la deuxième. Merci pour. Euh, comment comptez-vous, enfin vous l'avez déjà fait un peu dans l'humanité, mais comment comptez-vous euh, rivaliser avec l'information qui est issue des réseaux sociaux? Bon, il y a le site de l'humanité, effectivement, il y a l'humanité qui est numérique, mais faire que les informations qui sont produites par les journalistes de l'humain puissent ensuite être multipliées, rediffusées dans les. Est-ce qu'il y a au sein de l'humanité il faut des personnes pour ça, effectivement. Est-ce que vous avez parlé des moyens qui manquent? Bon, je sais bien qu'il y a souvent des pages de souscription dans l'humanité pour aider le journal, hein. D'ailleurs, dans un second aspect, est-ce que les CDH qui ont été un fer de lance pour maintenir l'humanité, est-ce que j'ai plus l'impression qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un objectif aussi pour toujours défendre le journal? Deux questions. Enfin, On va vous laisser répondre. Oui, oui. Ah, je réponds à la première. Je vais. Attends, on s'entend mieux. Peut-être commencer par la seconde. Je le disais dans mon propos introductif, hein, l'un des grands combats de l'humanité a toujours été celui de sa survie. Et il l'est encore aujourd'hui, hein, avec la croix. Non, l'idée qui est venue de la croix. Nous sommes considérés comme deux quotidiens nationaux à faible ressources publicitaires. Ne croyez pas que nous sommes les mieux lotis dans les aides à la presse de la part de l'État. Bien au contraire, hein. Paradoxalement, ou de manière très contradictoire, ce sont les journaux qui captent le plus de presse, de publicité, qui reçoivent le plus d'aides. Allez comprendre pourquoi. Et c'est extrêmement difficile parce que vous vous rendez bien compte, j'évoquais tout à l'heure aujourd'hui, il y a 9 milliardaires, pour aller vite, hein, qui détiennent, je crois, 90% du spectre médiatique français. Ils ont un média dans leur portefeuille, je peux le dire comme ça, hein, excusez-moi, hein. Ils ont un média dans leur portefeuille,
Et ils ont les moyens d'injecter des liquidités dans ces médias-là. Il y a plein de choses, y compris de la publicité de luxe dans sa LVMH. Même pas de Vincent Bolloré. Moi, j'aurais dû l'évoquer tout à l'heure. Mais parlons-en. Vincent Bolloré, est-ce qu'il a besoin d'Europe 1, désormais le journal du dimanche, etc., pour exister de CNews? Pas du tout. En revanche, il a bien compris une chose, parce que ça ne rapporte pas. Hein. La presse ne rapporte pas. La presse coûte. Et coûte très cher. En revanche, c'est un formidable marchepied pour propager les idées. Et notamment, il constitue un extraordinaire marchepied aujourd'hui pour les idées d'extrême droite. Alors nous, l'humanité, on a nos lectrices et nos lecteurs, on a les fidèles de toujours, enfin, de chaque période, à chaque époque, on a les lecteurs occasionnels, on a des hommes et des femmes qui sont profondément attachés au pluralisme et qui n'envisageraient pas un monde médiatique français sans l'humanité, et qui versent à la souscription qui effectivement est permanente. L'humanité est un combat de tous les jours. Je crois que c'était un des slogans qu'on avait sorti à une époque, mais parce que nous n'avons pas les autres moyens que cela. Alors, historiquement, effectivement, hein, quand l'humanité a failli être interdite, en 1929, je me tourne toujours vers les historiens, je ne peux pas dire de bêtises, Marcel Cachin, qui est directeur à l'époque, effectivement, lance à la fois la fête de l'humanité et à la fois la création à l'époque, c'était des comités de défense de l'humanité. Aujourd'hui, c'est devenu des comités de diffusion de l'humanité qui, malheureusement, effectivement, sont aussi en perte de vitesse. Il y a moins de diffusion militante qu'il n'en existait il y a quelques années auparavant. Et c'est bien, et c'est bien dommage. Je ne peux malheureusement que le regretter. Euh, c'est pour ça aussi qu'on cherche à diversifier les supports, toujours dans un grand paradoxe de l'humanité, parce que c'est le journal des paradoxes. On était très en avance à l'époque, au tout début du numérique, puisque l'humanité a été le premier à ouvrir un site web avec un accès gratuit à l'ensemble de ses archives à l'époque, ce qui est assez extraordinaire. Et puis peut-être aussi pour ne pas délaisser le papier, parce que c'est notre héritage, parce que le papier est aussi notre ADN, même si nous avons parfaitement conscience que, d'abord, dans quelques années, les pratiques de lecture évoluant, il sera. Je suis la première navrée, moi je suis de la vieille école, hein, mais je suis la première navrée, mais un jour il disparaîtra, c'est Ça sûr. fait longtemps qu'on dit que le papier va disparaître. C'est vrai aussi. Allez, on y croit. Mais peut-être qu'il sera amené à disparaître pour des raisons économiques. Parce que le prix du papier, et là, je recite encore Marcel Cachin, mais ça, c'était dans les années 20. Rendez-vous compte, le prix des 100 kilos était passé de 20 à 200 francs. Alors, 200 francs, bon, alors là, toujours pour les moins de 20 ans. Mais c'était une somme colossale à l'époque. Aujourd'hui, entre le prix du papier, le prix de l'acheminement qui ne cesse d'augmenter avec la Poste, on est dans une situation où soit nous raquettons nos lectrices et nos lecteurs, ce que nous ne souhaitons pas faire, que nous les sollicitons beaucoup et ils sont merveilleux, mais tout cela fait considérablement augmenter les coûts qui sont obligés de se répercuter à un moment ou à un autre sur le prix. Et donc aujourd'hui, on peut le dire comme ça, mais acheter un journal, nous avons parfaitement conscience que c'est désormais acheter quasiment un produit de luxe. Alors, vous avez raison, c'est pas une montre Cartier, certes, mais 2,70 € plus 2,70 € plus, et ça, c'est aussi, on va dire, la grande particularité et singularité de l'humanité, c'est que c'est aussi un magazine. C'est-à-dire un quotidien et un magazine. Tout cela devient extrêmement cher, à l'heure où malheureusement les revalorisations salariales et des pensions n'ont pas cours. Donc, comme je dirais aussi nos confrères et nos consoeurs, nous cherchons à diversifier. D'abord, nos supports d'intervention, euh, avec l'objectif finalement qui a toujours été le nôtre, qui est d'être ou de redevenir un grand journal populaire, sans démagogie, sans populisme, et de toucher de nouveaux publics. Puisqu'on le sait, nos études de lectorat ont montré, on a un électorat plutôt vieillissant. Je les remercie, hein, je ne les mets pas du tout de côté, mais la bataille, gagner des nouveaux lecteurs et lectrices, fidéliser ou du moins
susciter l'envie aux jeunes générations de lire l'Humanité, et je pourrais dire les autres journaux. C'est quelque chose aujourd'hui de fondamental, comme je le disais tout à l'heure, pour des questions démocratiques, etc. Donc on s'ouvre. Il y a bien sûr la révolution numérique avec, on a totalement refondé notre site web qui méritait bien plus qu'un dépoussiérage, une application. Et puis nous avons lancé une chaîne YouTube. Et à la fête de l'humanité, là, en septembre, nous avons lancé une chaîne Twitch, sur le réseau Twitch. Tout le monde doit faire sa petite révolution. Bon, je fais ma petite révolution culturelle pour essayer, donc effectivement, de gagner de nouveaux lecteurs et lectrices avec le 26 novembre, le 27 novembre, je vais vous préciser ça, le lancement de notre première grande émission mensuelle, Ça ira, avec à la fois des chroniqueurs et chroniqueuses de l'humanité, mais également des youtubeurs confirmés qui ont eux-mêmes leur public, toujours dans le souci. Là, on n'ouvre pas nos colonnes, on ouvre notre plateau télé, et avec bien évidemment des chroniqueurs extérieurs type Violaine de Philippis, qui est avocate et qui tient une chronique dans le journal Humanité sur les questions de féminisme, bolchevique, et effectivement également avec des invités à la fois politiques, mais également sociaux. Voilà, ça ira sur Twitch. Moi, je voudrais passer, Oui. je vais vous questionner sur les contenus. Puisque l'Humanité n'étant plus l'organe central du Parti communiste et a affiché sa volonté de s'adresser, je dirais, à l'ensemble du lectorat progressiste français, donc de toutes les sensibilités politiques à gauche, un petit peu au-delà d'ailleurs. Et avec, donc, comment vous gérez cette contradiction? Parce que le lectorat de base, entre guillemets, la base solide, concrète, historique, c'est un lectorat communiste. Comment ce journal passe, je dirais, permet de passer, je dirais, de cette ligne extrêmement partisane à une ligne qui ouvre, je dirais, sur l'ensemble de la vie politique et la diversité de la vie politique à gauche. Bon. Alors, l'Humanité, je crois, n'est plus organe central depuis 1994, me semble-t-il, hein, si je ne m'abuse. Ah, moi qui ai une vraie mauvaise mémoire. Non, non, 1994. Bon, on va dire, bon, allez. L'Humanité et ses lecteurs et ses lectrices, c'est une grande histoire d'amour et parfois de grosses engueulades. Parce que quand on s'aime, forcément, il y a des étincelles. Donc, on ne va pas les gommer. Et ces étincelles, elles sont le fruit d'une étincelle politique. J'évoquais tout à l'heure que l'humanité s'était parfois trompée, qu'elle avait eu souvent raison avant les autres, mais qu'elle s'était parfois trompée, qu'elle avait fait preuve de dogmatisme et d'aveuglement, on va dire, je pense notamment concernant les crimes staliniens. C'est vrai aussi du Parti communiste français. Donc, on veut dire, cette espèce d'introspection pour rectifier ce qui doit l'être a été fait, j'ai envie de dire, d'un seul et même mouvement. L'Humanité n'est plus l'organe central, l'Humanité n'est plus le journal du Parti communiste français, mais il est un journal communiste dans lequel les communistes peuvent s'y retrouver. Mais il n'est pas, enfin, il n'a pas vocation qu'à s'adresser aux communistes. Et encore heureux, les communistes d'ailleurs ont leur propre communication interne pour y trouver les informations dont ils ont besoin, les arguments. En revanche, je crois que l'Humanité, elle peut être utile aux communistes, aux socialistes, aux écologistes, aux inorganisés, pour reprendre une expression chère à Paul Vaillant-Couturier. Continue toujours avec Paul Vaillant-Couturier. Je l'adore. Après Jean Jaurès, c'est mon favori. Pas simplement parce qu'il était député maire de Juif, mais la ville dont je suis originaire, mais tout de même. Les inorganisés, bref, tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes qui, à un moment donné, portent des combats ou au contraire veulent s'intéresser ou tout simplement veulent s'informer et refusent de, comment dire, souhaitent s'informer différemment. C'est-à-dire qu'ils sortent des sentiers battus et des titres de presse qui finalement, parce que c'est là où on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, Nicolas Chon, peut-être que je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
Euh, euh, je ne crois pas que l'Humanité soit le seul journal engagé sur le plan politique. Bien sûr qu'il est marqué, il est marqué historiquement, et encore aujourd'hui. Journal communiste, journal de création communiste, carrefour des progressistes, des démocrates, de tous ceux qui veulent transformer la société, ou tous ceux qui portent un combat et qui, à un moment donné, parce que nos colonnes se font la caisse de résonance de leur combat, je pense par exemple aux femmes et au droit à l'IVG sacrément menacé, même s'il a été constitutionnalisé. Je pense aux questions climatiques, où nous avons pris du retard sur ces questions-là et nous le rattrapons grandement. Mais je crois que les autres journaux aussi sont très engagés. Bon, bref. Donc, je sais que c'est une question que vous vouliez poser, C'est très intéressant parce que mais, on mais, parle aussi mais, des sociétés de commentaires aujourd'hui, d'une retour à un journalisme d'opinion aussi par rapport à cette sortie. oui, oui, non, non, mais ils sont engagés parce qu'une information, elle n'est pas neutre. Il n'y a pas, comment dire, euh, comment le dire autrement? Il n'y aurait pas ceux qui feraient un journalisme engagé et donc forcément politique, donc forcément pas très sérieux ou dénaturé, et ceux qui feraient un vrai journalisme qui serait donc totalement impartial, neutre, parce que dès lors que nous sommes face à l'information, nous sommes face finalement oui, c'est ça, à une sorte de neutralité. Non, ce n'est pas vrai. L'objectivité en journalisme n'existe pas, quel que soit le titre de presse, quel que soit l'actionnaire qui est dedans. En revanche, ce qui est objectif, ce sont les méthodes de travail du journaliste. Et à ces méthodes de travail, l'ensemble des journalistes, qu'ils soient communistes, socialistes, rien du toutiste, ils se doivent de respecter cela. C'est la déontologie, c'est l'éthique, c'est le contrat moral que nous passons tacitement, bien sûr, il n'y a rien d'écrit, que nous passons avec nos lectrices et nos lecteurs, avec nos auditrices, avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs, avec nos viewers, parce que sur Twitch, on dit viewers. Donc, et l'ensemble des titres de la presse écrite, mais aussi de la radio et de la télévision, sont aujourd'hui engagés. Et moi, ça ne me dérange absolument pas. Le problème, encore une fois, c'est l'uniformisation des lignes éditoriales pour, pour aller vite, au service des idées dominantes, qui est fatalement dangereuse. Et quand on étouffe toutes les voies alternatives, qui sont après tout les voix des hommes et des femmes de ce pays, l'humanité, euh, on l'a dit, c'est pas un objet, un ovni, parce que Jaurès, ce matin-là, il a décidé de se lever, de se dire, tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire un journal. C'était un besoin à l'époque, on disait il disait le prolétariat, oui, bah pour la classe ouvrière, et aujourd'hui, les salariés, etc., ont besoin à un moment donné de lire, de se voir représenter. Donc, euh, et au Figaro, ils font pareil, et aux Échos, ils font pareil, et à Libération, ils font pareil, et au Monde, ils font pareil. On pourrait prendre des multitudes d'exemples. J'évoquais tout à l'heure le projet de traité constitutionnel européen. Ce projet de traité constitutionnel européen gravait dans le marbre la concurrence libre et non faussée à l'époque. Les électeurs et les électrices français étaient amenés à se prononcer dessus. Oh là là, il y a des hommes et des femmes dans ce pays, des syndicalistes, des politiques, qui se sont dit, mais puisque nous sommes dans l'Union européenne, que nous sommes une communauté d'hommes et de femmes et de biens, peut-être serait-il envisageable d'harmoniser effectivement nos droits, mais les harmoniser non pas pour en rabaisser, pour au contraire les élever. Eh bien non. Et donc, dès lors que ces femmes et ces hommes n'arrivaient pas à se retrouver dans ce projet de traité constitutionnel, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, c'est contre. Parce qu'un texte, une constitution qui consacre un système économique, c'est-à-dire un ordre économique, c'est éminemment dangereux. La bataille a été terrible entre opposants au texte et défenseurs du texte. Mais ne croyez pas que cette bataille-là, elle n'a été que politique. Elle a été médiatique parce qu'elle était profondément politique. Et à l'époque, ceux qui étaient contre étaient des racistes. Ben oui, parce qu'ils refusaient le dumping social. Donc, d'un seul coup, on a eu la figure du plombier polonais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à l'époque, nous faisons le choix, non pas de l'invective, des applaudissements fanatiques, comme disait Jean Jaurès. Nous faisons le choix de publier l'intégralité du texte et de le commenter en disant juger sur pièce. Au lendemain du vote, où le non l'a emporté, dans certains éditoriaux,
il s'agit de Libération. Quoi qu'il arrive, il faudra revoter, parce qu'on ne peut pas détruire l'Union européenne. Ce message-là, il est éminemment politique. Et d'ailleurs, il participe, je pense, de la méfiance et de la défiance aussi des médias. C'est que ça. Mais c'en est pour beaucoup. Et je pourrais multiplier les exemples à foison, aussi bien sur des questions nationales qu'internationales. Merci, on parlait de cette défiance, évidemment, ça fait partie des défis aussi pour les nouveaux journalistes, les futurs journalistes. Je voulais en profiter, je ne sais pas si vous avez une autre question, sinon je vous la pose tout à l'heure. Je voulais vous poser une question et vous la garder pour après cette première question que vous m'avez posée. Et par rapport à vos conseils à nos étudiants, futurs journalistes que vous donnez par rapport à la cellule de corps. Mais d'abord, je laisse à mon collègue vous poser la question. Je crois qu'il y a une main aussi qui se lève derrière. Excusez-moi parce qu'on a le... Oui, on voit d'ici, on voit pas. L'intervention. Vous avez abordé le sujet du danger de la menace et fausse information et d'engagement de la société, des membres de la société, l'obligation de cet engagement dans la société. Surtout pendant les élections, quand il y a une polarisation dans la société, surtout dans les sphères de tout ça. Est-ce que vous avez une rédaction de fact-checking, de vérification de faits qui réagit rapidement aux fausses informations qui sont générées sur la réseaux sociaux? Je réponds, donc c'est pour moi. Hein. Nous n'avons pas, par exemple, ce qu'a et ce que fait plutôt très bien Libération, Check News, où ils prennent une information telle qu'elle a été publiée, soit écrite par un journaliste, soit au contraire répercutée, etc. Nous n'avons pas cela. Après, la vérification de l'information, c'est tout nous. Hein. Non, parce qu'en fait, avant, malheureusement, on est désormais obligé d'avoir ces espèces de garde-fous. Mais la vérification de l'information, c'est la base du travail de journaliste. On ne balance pas, enfin, on ne balance pas. Je suis en train de parler comme on parle dans une rédaction, c'est terrible. Mais oui, on ne balance pas une information comme ça. Hein. Moi, je ne vais pas dire, tiens, demain, c'est la grande révolution planétaire, c'est super, cookie, c'est génial, les droits des femmes sont au pouvoir. Non, on dirait que tu es complètement cinglé, Cathy, et à juste titre. Mais au-delà de cet exemple absolument grossier, nous n'écrivons rien qui ne fasse pas l'objet d'appels téléphoniques aux premiers concernés. Lorsque nous faisons dans notre pôle investigation des enquêtes qui mettent en cause parfois des directions d'entreprises, nous demandons, nous sollicitons les entreprises pour qu'elles répondent à nos questions, soit elles y répondent, et dans ces cas-là, nous octroyons la place qui est la leur dans cet article où nous disons elles vont décliner ou jusqu'à présent elles n'ont pas répondu. Rien ne s'écrit qui ne soit pas vérifié. Je le disais, c'est le contrat moral, enfin, c'est la base de notre métier, hein. Vraiment. Écrire pour être lu, parce que je suis dans la presse écrite, mais écrire des informations qui sont exactes et étendues le plus étendues possible. Et pour qu'elles soient exactes, il faut qu'elles soient vérifiées. C'est la base. Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Ma question a trait à l'objectivité. Et je me demandais si l'un des grands drames de la question, en fait, doit inclure une méthode objective et objectivité. Et justement, est-ce que pour trouver le journalisme, la presse est constituée de toutes parts, comme Bernadette de la Croix, réfléchir sur la réalité, quand il y a un journaliste de critique, est ouvertement critique. Donc, d'abord, il y a une fausse objectivité. Merci beaucoup. À part vous dire nous sommes d'accord et reprendre mes propos précédents lorsque je dis il n'y a pas d'information neutre, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'un côté un journalisme engagé, pas engagé, ou prétexte qu'on serait dans un journal engagé, on ne ferait pas de la vraie information. Non. Le journaliste de l'humanité, il part d'une information, il appelle des contacts, il nourrit son article de fait. Ça n'en fait pas quelqu'un, on va dire, travailler à l'humanité, c'est pas chausser des lunettes déformantes de la réalité. Jamais. On ne tord pas les faits pour que ces faits rentrent dans notre ligne éditoriale. L'objectivité, en soi, n'existe pas. Ça n'existe pas. En revanche, les méthodes de travail, oui. Et elles sont communes, me semble-t-il, à l'ensemble de la profession. Enfin, elles devraient être communes, pardon.
j'ai employé du conditionnel, à l'ensemble de notre profession, qu'on soit de la presse écrite, de la radio ou de la télévision. J'avais ramené un extrait ici. Euh, c'est deux auteurs américains qui ont rédigé un ouvrage il y a de cela quelques années qui s'appelle Principes du journalisme. C'est devenu un livre de référence. Euh, L'un était, attends, je ne vais pas mentir, l'un était directeur du bureau à Washington du New York Times et l'autre travaillait à Newsweek. Bon, c'est pas des communistes, c'est pas des bolcheviques, hein, je le rassure, tout le monde. Il disait, comment? Aux États-Unis, ça serait compliqué. Ah, ils seront embêtés. Ils seront embêtés. Bon. Ils disent, je cite, dans le concept original, c'est la méthode qui est objective et non le journaliste. C'est-à-dire la discipline professionnelle qu'il s'impose pour atteindre son but. Cette position entraîne un certain nombre de conséquences importantes. La première est que l'impartialité a un principe fondamental, l'impartialité que revendiquent de nombreux organes de presse ne répond nullement à un principe fondamental du journalisme. C'est plutôt une sorte de stratagème qu'utilisent les entreprises de presse pour faire croire à leur objectivité. La seconde conséquence, c'est que le style volontairement neutre constitue une sorte de vernis pour donner l'apparence de l'objectivité, ce qui s'apparente, concluent les auteurs, à une sorte de tromperie. Et ça, c'est un aspect fondamental. Je dis, je le répète, l'objectivité n'existe pas. Les méthodes de travail, oui, doivent l'être, tout le temps, fondamentalement, sauf à tordre le cou à la déontologie qui est la nôtre. Donc, on enchaîne justement avec une question. Ah oui, Maria, j'avais aussi une question. Pour moi, Ouais. Oui, voilà. Mais c'est parce que ça, l'anecdote. Oui. Donc, quelles sont vos préconisations, quels conseils vous donnez à nos futurs journalistes qui sont là? Alors, c'est mes conclusions, c'est ça? Ah, c'est mes conclusions. D'accord. D'accord. Alors, je vais pas conclure parce que ce chapitre-là est loin d'être fermé. Les évolutions de la presse et le contexte dans lequel nous évoluons fait que tout sera amené à évoluer. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter bon courage, vous dire que vous avez décidé d'embrasser un métier à la fois bouleversant, exaltant. Moi, je remercierai jamais assez l'humanité de m'avoir permis d'exercer ce métier comme je l'ai fait pendant 15 ans. J'ai été au service international, j'ai redécouvert un pays que je connaissais bien, l'Espagne. Croyez-moi, j'ai appris à redécouvrir, que j'ai redécouvert tout un continent qui s'appelle, que j'ai découvert, pardon, un continent qui s'appelle l'Amérique latine, que c'est absolument donc merveilleux, époustouflant, que ça demande aussi beaucoup d'exigences, beaucoup de travail en permanence, une remise en cause aussi de son travail constante et permanente. J'évoquais tout à l'heure l'autocritique, mais c'est, me semble-t-il, absolument fondamental. Que la curiosité, c'est vraiment pas un vilain défaut, c'est même absolument essentiel. Que contrairement à l'image complètement, je trouve, archaïque, dépassée, totalement fausse, le journaliste, c'est pas un loup de mer solitaire, c'est d'abord une aventure collective avec ses confrères, ses consoeurs, avec ses collègues dans sa rédaction. C'est vrai de la presse écrite, c'est vrai de la radio, c'est vrai de la télévision. L'image des gros bras, etc., ben, évitez-le. Ça existe un peu, mais il existe aussi beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité, beaucoup de sororité dans le métier, et c'est bien nécessaire. Quand je disais et j'évoquais se remettre en cause, c'est parce que c'est aussi une profession qui est parfois mal exercée, qui est parfois injustement, mais parfois de manière très fondée, critiquée, parce qu'il y a eu de trop graves mouvements, parce qu'il y en a encore aujourd'hui de bien trop graves, et que tout cela mine finalement à la fois la crédibilité et notre métier, parce que notre métier, c'est d'informer, informer le plus justement possible avec de la déontologie et avec de l'éthique. Moi, j'ai une toute petite question, Maria, si tu le permets, parce que ça, j'ai découvert ça, je ne le savais pas. J'ai lu, et je ne pense pas me tromper, que votre journal n'avait jamais fait d'interview au fil des ans d'un président de la République. Sauf cette année,
en février, où vous faites l'interview d'Emmanuel Macron à l'occasion de l'entrée au Panthéon Ouais. de Missak Manoukian. Donc, le refus de, parce que c'est intéressant en termes Ouais. de ce que vous donnez de l'image, le refus d'interview du président, c'est une marque de fabrique, c'est une signature. Oui. Alors, étrangement, il faut quand même rectifier deux, trois choses. Du président français. Du président français, oui. Du président français. En revanche, on a déjà fait Ouais. des entretiens des présidents étrangers. Je pense d'ailleurs, par exemple, à Sampaio, voilà, qui fut président portugais, président socialiste du Portugal. Euh, Ça a secoué dans la rédaction. Ouais. Non, bah, il ne faut pas croire que la rédaction de l'Humanité serait une rédaction silencieuse, aux ordres. Non, ça n'existe pas. Hein. Chut, ça a débattu, oh là 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 là. Hein. Mais c'est bien. En fait, pourquoi on a souhaité faire cet entretien avec... en fait, c'est le contexte. Et le contexte est éminemment important. Parce que si on prenait en soi ce président-là de la République en particulier, jamais, Ouais. jamais, jamais. Ah non. Hein. C'est bien pour ça que je peux. Oui, 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 non, jamais, parce que sans doute, ces 30 dernières années, le président, et à chaque présidence, on se dit, oh là là, non, c'est pas possible, on n'y aura pas pire. Bon, bah, finalement, on va garder de dire ça. Non, pas celui-là pour justement toutes les politiques qu'il a menées jusqu'à présent. Mais le contexte est éminemment important. Et le contexte, c'était la panthéonisation de Guissac et Méliné Manouchian, ainsi, puisqu'une stèle a été apposée dès 23. Et c'est un événement majeur. C'est un événement majeur pour l'humanité, pour les communistes, pour la résistance, puisque pour la première fois, un communiste étranger allait rentrer au Panthéon. Euh, Pas besoin de revenir sur le lourd tribut payé par le Parti communiste, payé aussi par l'humanité. 11 de ses salariés ont été, 2 sont morts en camp de concentration, 9 ont été tués, enfin sont morts sous les balles nazies, les mon pays, Lucien Sampex, Gabriel Péry. Donc un moment très important pour nous, dans un contexte supplémentaire, qui était celui de la loi immigration. Grand paradoxe macronien et macroniste. Et on s'était dit, ça va être un grand événement, et pouvons-nous être en dehors de cet événement? Pouvons-nous finalement courir derrière cet événement qui finalement est le nôtre? Et là, donc, on s'est dit, et si on faisait un entretien? Vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes enseignante et vous êtes libre d'enseigner comme vous voulez. Mais l'entretien que nous avons réalisé d'Emmanuel Macron, à mes yeux, est un entretien à étudier. Il est à l'exact opposé, aux antipodes du journalisme de révérence. Paul Nizan, qui collaborait à l'Humanité, parlait des chiens de garde. Vous êtes souvent agacé hein, quand vous voyez un débat, vous dites, bon, le journaliste ou la journaliste pourrait pulser un peu plus, ou qui avale les propos sans porter la contradiction. Je vous invite à lire cet entretien parce que pour moi, c'est un... Et je ne dis pas ça parce que c'est mes collègues. Hein. Vous allez dire, mais oui, mais toi, définitivement, tu n'es pas objectif. Certes, je ne le suis pas. Mais je le dis parce que pour moi, ils ont fait une démonstration absolument extraordinaire que l'on pouvait mener un entretien qui n'est pas du tout un entretien de complaisance, qui pose toutes les questions qui fâchent, parce que bien évidemment, on a dépassé le seul cadre de la panthéonisation de Missak et de Méliné. On est aussi allé sur des questions de politique internationale et de politique nationale. On a bien sûr fait un petit papier à côté en disant, bon là, il réinsiste, mais ce qu'il dit est faux. Bah, oui, parce qu'on sait que l'exercice de l'entretien, je vous le dis, hein, c'est un exercice très très difficile parce que quoi qu'il arrive, c'est souvent celui qui est interviewé qui a le dernier mot. Bon, c'est la politesse du genre. Mais pour moi, c'est vraiment un petit modèle à étudier. Voilà. On va étudier. Très bien, mais voilà, une lecture à effectuer et à s'inspirer aussi également de ces journalismes vraiment très loin de la complaisance, un journalisme toujours critique aussi, un journalisme engagé avec la vérité, un journalisme aussi social qui montre d'autres réalités, des invisibles. Donc, on reste avec ces messages pour nos futurs étudiants en journalisme. Merci à tout le monde. Merci Cathy, Merci vraiment à d'être vous. là. Merci à C'était anniversaire. Merci. vous. Bon anniversaire. Et bon anniversaire. Merci, merci à vous. Comment?
Et alors, on a 3. Oui, 180.